Pour plus d'immersion, n'hésitez pas à écouter les musiques de la playlist référencée le long du récit. Guillaume Gauzy, Là où l'arbre devient océan, lu par l'auteur. Aussi loin que ma mémoire puisse remonter, j'ai toujours aimé les forêts. Tout en elles me rappelle une forme de sérénité brute, une exigence vitale que la civilisation s'acharne à étouffer. J'ai besoin de leurs silences abyssaux, leur fragrance de sous-bois et d'aiguilles de pin, et de l'ombrage bienfaisant de leur frondaison. Ce fut mon grand-père, mon Oji-san, un homme taiseux, qui m'ouvrit les portes de ces cathédrales de verdure. Il m'emmenait souvent, petit, découvrir des lieux d'une beauté humble mais imposante, où les tracas se dissolvaient au souffle des brises dans les cimes. Il m'initia aux arcanes de la nature avec la patience inépuisable propre aux hommes de la terre. Comment identifier les empreintes d'animaux, comment reconnaître les oiseaux par leurs chants, et même comment distinguer les arbres par leurs écorces. Les connaissances usuelles de son quotidien étaient pour mon âme d'enfant comme des super-pouvoirs, me transportant dans l'univers des archéologues et des explorateurs que j'admirais tant au cinéma. La moindre trace au sol pouvait se révéler être une corneille ou un microraptor. Une grotte pouvait cacher un grand-duc ou les restes d'une civilisation troglodyte oubliée. Le champ des possibles ne connaissait pas de fin. Par la suite, j'ai développé une prédilection pour le campement, cette allégresse primaire d'installer sa tente sous la voûte céleste et de s'abandonner au sommeil bercé par les murmures de la nature. J'ai toujours eu ce rapport à l'infiniment grand, me sentant comme une poussière perdue dans l'immensité. J'ai sillonné notre sphère, j'ai vu le Major Oak de la forêt de Sherwood, les séquoias de Kings Canyon, la biodiversité de Bornéo, la forêt noire allemande pour son atmosphère de conte, celle des Carpates pour son atmosphère de conte. En ce jour précis, cette aspiration à la béatitude est plus impérieuse que jamais. J'aspire à une forme de paix particulière, à la liberté, au chemin que j'ai toujours cherché et que seul l'endroit qui me fait face peut m'offrir. En avant. De prime abord, je suis confus. Je peine à rassembler les fils des événements, tous les tenants et aboutissants qui m'ont amené aujourd'hui en ce lieu. Comme si d'un clignement de paupières, j'avais été projeté de ma chambre d'hôtel à l'orée des bois. Aussi, comment ai-je pu oublier la carte ? Mon intention n'est cependant pas de m'attarder sur ces interrogations. Je suis preneur de tout ce qui peut évaporer la chicane. Je me suis fait une promesse et cette fois, ma force sera à la mesure de l'engagement. Je vais enfin pouvoir les rejoindre. La splendeur de cette forêt surpasse mon imagination la plus audacieuse. Les cyprès, les tsugas, les pruches et les cryptomères rivalisent de majesté, chacun cherchant à me captiver davantage. Le sol, tapissé de roches volcaniques poreuses, vestiges de l'éruption d'une montagne choléreuse au IXe siècle, absorbe toute sonorité. C'est une sensation d'isolement perçante et permanente, d'autant plus que, passé les premières foulées, je perçois l'absence absolue de faune, audible ou visible. Je n'avais jamais éprouvé une solitude physique aussi dense auparavant. Pour avancer, ma seule option sera de me fier à mon instinct et au présage. Le géomagnétisme du lieu rend les aiguilles de ma boussole démentes et la réception téléphonique est aux abonnés absents. Je vais tout droit,
Je n'ai pas trop le choix de toute façon. Aller de l'avant est une chose qui ne m'est possible seulement quand la nature m'y oblige. Ce silence est différent des autres. Je dois le contrecarrer avant qu'il ne m'épouvante. Play. Playlist. Piste numéro 1. Kitaro. À quoi? L'immersion est totale. Dangereuse, mais totale. Ma seule protection réside désormais en une cloche accrochée à mon pactage et qui servira de répulsif à nos amis les ours. Pas de chance pour eux. Je ne serai pas leurs 4 heures, puisque je suis armé d'un carillon. En gesticulant avec le vent, les branches se synchronisent à la mélodie. Elles dansent symbiotiquement. Elles me saluent le long de mon passage. C'est de la magie pure. Sur leurs ramures, je peux encore distinguer quelques gouttes renégates faisant perdurer la rosée du matin. C'est un royaume où l'émeraude règne et je suis en quelque sorte ma propre route de briques jaunes. Je ne peux discerner le haut de ces arbres hiératiques et majestueux, uniquement les filets bleus du ciel dessinant des contours entre le denim et le lapis lazuli. Une fois que le filtre de la poésie momentanée s'est estompé, la réalité crue s'impose. Le lieu n'est vraiment pas destiné à la présence des humains. La nature a prodigué toute l'amplitude de ses caprices. Je tente divers mouvements hasardeux sur des passages accidentés. Mes chevilles se veulent acrobates entre les crevasses. Le terrain est tellement irrégulier, certains arbres sont maintenus dans les airs par la seule puissance de leurs racines exposées, tentaculaires et noueuses. La résilience végétale dans un paysage chaotique. Le sentier s'enfonce davantage. Je ne veux pas suivre ce qui est balisé. Je ne les rejoindrai pas sinon. Je ne veux pas les faire attendre encore plus. Mon retard est déjà considérable. Les chemins de traverse que j'arpente s'étrécissent à mesure que je pénètre dans les entrailles. Je suis englouti dans ce macrocosme sylvestre à l'odeur mordicante de terre humide. Ma déambulation est lente. Je me sens comme un aventurier en quête d'un trésor. Seulement, je n'ai pas de carte sépia marquée d'une croix. La croix, c'est moi qui l'incarne. Je la porte. Que vois-je au loin? Une tache chromatique, insolite, flotte dans cette étendue de mousse et d'écorce. Premier signe en provenance de l'univers, un long ruban rouge alizarine attaché en hauteur sur une branche. Indice aussi énigmatique que silencieux. J'inspecte les parages, rien de probant. Je dois m'en retourner à mon humble compagnon de route, mon carnet. Il ne me quitte jamais. C'est l'instrument primordial de l'aventurier, le dépositaire de mes observations, là où je consigne toutes sortes d'informations, inventaire, impression, dessin. Sans lui, la richesse de mes escapades se diluerait dans le flot du temps, et mes découvertes, insignifiantes ou majeures, perdraient leur ancrage. Il est ma mémoire vive, mon fil d'Ariane. Je n'ai rien indiquant la présence de rubans, c'est une première. Au moins, voici une preuve que d'autres hominidés ont précédé mes pas en ce lieu. Elles adoraient les rubans. Une réminiscence douce amère d'une époque révolue. La voie m'est montrée. Quelques instants de répit s'imposent pour regagner mes énergies. Je vais en profiter pour dessiner ma découverte dans le carnet. J'ai amené de la pitance. Si je devais prédater le règne animal pour quelques morceaux de viande, je serais bien dépourvu. Je n'ai pas encore vu la moindre mouche. Je pourrais toujours me résoudre à la cueillette. J'ai repéré des protubérances blanches et circulaires, comme des petits tabourets au pied des arbres. Mon grand-père m'en a sûrement jadis avisé. Je ne m'en souviens pas très clairement. Ma méconnaissance des espèces me dissuade de toute tentative. Ils ne ressemblent pas à des girolles ou des cèpes et ne sont pas répertoriés dans mon carnet. Je suis conscient d'être seul et tranquille, mais je n'ai pas besoin qu'un mal de ventre perturbe ma progression.
La lourdeur s'invite dans mes paupières, je devrais peut-être faire une brève sieste. Juste quelques minutes, le temps de recouvrer un souffle apaisé. Playlist, piste numéro 2. Dryant, Harvest Down. Où suis-je? Suis-je égaré? Combien de temps me suis-je assoupi? Je recolle les fragments de confusion. C'est moi, je suis dans la forêt et je vais les rejoindre. Le jour décline, sans avoir pour autant cédé à la pleine nuit. Je devrais reprendre ma route et trouver un endroit optimal pour camper. La luminosité ayant rapetissé, ma progression est mise à l'épreuve. Avec ce filtre, tout ce qui m'entoure prend une autre vie. Tout se dissimule et se fond dans le secret. La température se joue également de moi. La fraîcheur s'insinue dans mes manches, mon col, et commence à mordiller ma peau. La rudesse du périple gagne en niveau. La forêt augmente en tapinois ses exigences pour quiconque oserait la défier. Je distingue des mouvements, rien d'inhabituel, simplement la nature brocardant mes sens affaiblis par la pénombre. Les images de ceux que je cherche se superposent aux ombres mouvantes, des chimères cruelles qui me rappellent la raison de ma présence ici. Le doute m'inhume à nouveau. C'est bien ici? Où suis-je? Et si je ne les trouvais jamais? Et si tout cela était vain? Et si je n'étais pas assez fort pour accueillir ce que ce chemin exige? La forêt, tout à l'heure si accueillante, si mystérieuse et pleine de promesses, semble se refermer sur moi. Les branches s'étirent comme des cerfs prêtes à m'agripper, à me châtier pour mes faiblesses. Une voix intérieure, insidieuse, me presse de faire demi-tour, m'implore de renoncer. À quoi bon persévérer? N'est-ce pas une folie que tout cela? J'ai tout simplement peur. Je savais que ce moment arriverait. Toutes mes expéditions ont ce dénominateur commun, cette minute folle et exterminatrice qui voit mon courage et ma motivation se désagréger. Sous mes airs de baroudeur coriace se cache un être inconsistant qui a abandonné trop de fois. Le dépassement de soi n'est pas une prouesse pour moi, il est dénué de sens, car mes points de départ sont si infimes, si bas dans ma graduation, que la progression ne peut pas être perceptible à l'œil nu. J'ai lu tant de livres qui me contrediraient, oui, la confusion est chose normale, elle étreint, à un moment ou un autre, tous les aventuriers, les pèlerins, les missionnaires tels que moi. Si ces témoins, ces sages étaient là en ce moment, ils verraient que mes jambes refusent d'avancer. Je veux continuer à me blottir, dormir et ne plus bouger. Je ne veux pas me transformer en ombre, je ne veux pas vagabonder indéfiniment avec l'obstination d'un somnambule. Je suis un être défait et meurtri. Pourtant je dois avancer, coûte que coûte, je me le suis promis. Je trébuche sur une racine, la chute me ramène brutalement à la réalité. La douleur cuisante au genou me tire sans appel de ma torpeur et de mes divagations. Les reliefs capricieux du sol, toutes ces circonvolutions semblant être des serpents endormis, donnent à chaque pas sa propre aventure. La balafre me servira de leçon. Ne plus jamais perdre le fil de mon objectif. Le dormeur doit se réveiller. Playlist, piste numéro 3, Brian Eno, The Prophecy. Avec ma petite ampoule sur l'épaule, je ne suis guère plus qu'une étincelle au cœur du crépuscule. La beauté de ce lieu est presque insoutenable. Elle me cisaille le cœur, une sorte de cruauté esthétique que je ne parviens pas à cerner. La fatigue me submerge, une chape de plomb sur mes épaules, mais je ne puis m'autoriser à faiblir ici, dans les ténèbres, à découvert. Je dois trouver un abri, un havre éphémère contre le froid mordant et les ombres qui s'allongent. Je ressens la moiteur s'insinuer sous mes vêtements. Un froid sournois me gèle jusqu'aux os.
m'engourdit les doigts et les pieds. Mes yeux scrutent les alentours avec une acuité désespérée, cherchant avec acharnement une anfractuosité, un creux sous une racine pouvant m'offrir asile, une brèche dans cette nature impassible. Enfin, au détour d'un bosquet, j'aperçois une silhouette sombre et imposante, un bloc rocheux colossal érodé à sa base, un abri. Temporaire, illusoire, mais un abri néanmoins. L'espoir, fragile et pervers, m'envahit un instant. Une furtive lueur dans ce chaos d'émotions. Avec des gestes lents, presque mécaniques, je rassemble quelques brindilles et des feuilles mortes, chaque mouvement étant une conquête arrachée à l'épuisement. Une flamme palpite, timide d'abord, puis elle prend de l'ampleur, projetant des ombres ondoyantes qui s'étirent et se rétractent sur les parois de pierre. Je sors de mon sac les dernières rations qui me restent, un peu de riz froid, un morceau de poisson séché. Les bouchées sont dénuées de saveur, ingurgitées sans joie, simple carburant pour un organisme à bout. Je me sens ridicule, j'en ai connu d'autres. L'inconfort ne devrait plus me surprendre. J'ai survécu aux moussons, à la malaria. Je suis peut-être plus solide que je ne le pense en fin de compte. Je n'en peux plus du manège ascensionnel qui me taraude l'esprit. Playlist, piste numéro 4. Bobby Bass, Lauren Paley, Colm R. McGuinness, Oh Death. Je tente désespérément de trouver une position, quelle qu'elle soit, qui me permettrait de soulager mes membres endoloris. Je m'allonge sur le flanc, puis sur le dos, me tourne et me retourne encore, mais rien n'y fait. Toutes les parcelles de mon corps protestent avec véhémence, tout est rigide et douloureux. À mesure que la chaleur du feu monte, l'oppression de l'environnement croît également. Je garde mes écouteurs. Cette immersion choisie, tant atmosphérique soit-elle, est de loin préférable au craquement lointain des branches, au sifflement plaintif du vent entre les troncs décharnés, au froissement des feuilles que mon esprit, dans sa vulnérabilité, ne manquerait pas de traduire en autant de chuchotements sinistres, d'avertissements inintelligibles, ou pire encore, de rires moqueurs. Les murmures des légendes macabres que j'ai entendues sur cet endroit refont surface dans mon esprit, s'infiltrant dans chaque recoin de ma conscience. Il y a un folklore ancestral intrinsèquement lié à ce sol qui a transcendé les années. On narre des histoires d'enfants abandonnés, laissés à l'agonie, d'infanticides commis dans les recoins les plus obscurs durant les époques où la démographie était régulée, leurs petits cris étouffés, maintes fois rapportés, leur esprit torturé, destiné à une errance sans fin. Évidemment, ici je suis soumis à l'impact destructeur de la suggestion. Il serait facile de mal déchiffrer ce qui se drape autour de moi. Un instant, je crois apercevoir une silhouette éthérée glisser entre les arbres, à peine plus qu'une vapeur qui se dissipe avant ma pleine saisie. Éthéré vaut mieux que déterré. Faire de l'esprit est mieux que de voir des esprits. Non, l'humour ne me sera d'aucun secours. Puis, c'est le contour d'un visage déformé qui se dessine sur l'écorce rugueuse d'un hinoki, ou la sensation d'une présence glaciale juste derrière moi, un souffle imperceptible sur ma nuque qui n'est pourtant que la simple trajectoire du vent. La fatigue voile mes pensées et ma frustration, mais, fort heureusement, elle pèse sur mes paupières, tire mes muscles et quémande ostentatoirement du repos. La musique devient un écho trouble, un lointain susurrement au bord du silence. Mon corps s'écroule littéralement, s'abandonnant à la gravité du sommeil, m'offrant en pâture à la nuit. Playlist, piste numéro 5, Eagles, Journey of the Sorcerer. Je me réveille en sursaut, bien ignorant du temps écoulé.
Mes muscles sont ankylosés. Il me faut quelques minutes pour réaliser que la nuit avait succombé. La lumière grise de l'aube se filtre à travers la canopée et dessine des motifs indistincts sur le sol. Je tente de me lever, mes articulations crient au moindre mouvement. J'emporte avec moi les vestiges d'une nuit passée sur la terre dure, de belles courbatures tenaces. Paradoxalement, une étrange sensation de repos m'habite. Du repos acerbe, teinté de l'anxiété qui jamais ne me quitte, mais du repos quand même. Autour, la beauté redoutable persiste. La brume matinale s'élève, s'accrochant aux branches les plus basses comme une étoffe en lambeaux. Je prends une gorgée d'eau tiède, et quand mon esprit retrouve sa lucidité, je repars. Elles sont dans les parages, je le sens. Aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui que je vais les retrouver. L'aube nouvelle n'est pas seulement le prélude à un autre jour de marche, c'est le signe irréfutable que ma quête touche à son terme. Les chemins n'existent plus, j'ascensionne et je désescalade, je contourne et je me hasarde. Pas de quoi écrire un récit d'aventure captivant. Dépourvu de toute notion temporelle, je ne saurais dire depuis combien de temps j'avance. Quand j'aperçois l'astre, je ne sais pas s'il est au zénith, à l'azimut ou au nadir. Je ne m'en tiens qu'à une dénomination bipartite. Il fait jour ou non. Mon regard est attiré par un obscur objet au pied d'un cèdre. En m'approchant, je discerne les restes déchirés et éventrés d'un pactage. Drôle de sensation. Je fouille les débris et ma main rencontre une barre de céréales à moitié consommée. Je la subtilise, la nécessité l'emportant sur l'appréhension. Mon regard se porte ensuite vers le faîte de l'arbre, et là, suspendu à une branche élevée, un ruban délavé se balance avec une lenteur hypnotique, remuant avec la brise délicate. Je ne l'avais pas remarqué tout de suite, car sa teinte véronaise se mêle habilement au décor. C'est un très beau ruban, tressé de fibres solides. Une nouvelle entrée dans mon carnet, je gribouille. Je pense en avoir vu d'autres ces dernières minutes, demi-heure, heure, je ne sais plus. Mon état mental amalgame beaucoup d'informations. Ce que j'ai vu, ce que je n'ai pas vu. Tout sera plus clair avec davantage de repos ce soir. En tout cas, c'est une belle collection de couleurs à regarder. Elles sont si proches. Je reprends la marche. La lumière me conduit sur un petit chemin de fortune. Mes yeux balayent les troncs, cherchant une nouvelle indication, une empreinte, tout ce qui pourrait m'affirmer leur proximité. Parfois, une branche basse me frôle le visage. Je tressaille, croyant y déceler une caresse. Je ris, un rire sec et nerveux. Elle joue à cache-cache, c'est ça. Je scrute le bas des arbres pour qui se cacherait derrière, comme le rideau du salon, les pieds des passants, persuadés d'être invisibles. Le chemin s'efface sous mes pas. Je me ferai un chemin à travers un sous-bois dont la densité s'accroît. Le sol est spongieux et couvert de mousse épaisse. D'autres pactages, des bouteilles vides, des jouets d'enfants à moitié enfouis, une poupée aux orbites vides, un petit train rouillé, parsèment mon parcours. Loin d'être effrayé, je vois dans ces vestiges la confirmation de ma certitude. Ce n'est pas un lieu abandonné, mais un site où les êtres se rencontrent, un point de convergence où les jeux ont cessé, mais où la présence persiste. Playlist, piste numéro 6, Philip Glass, Prout Igo and Prophecies. J'arrive sur une clairière, ou peut-être une simple extension du sentier. Je le vois au cœur d'une alvéole rocheuse, une sorte de niche naturelle tapissée de fougères luisantes, d'un vert si intense qu'il semble rayonner sa propre lumière. C'est un arbre d'une splendeur inouïe, distinct de tous les spécimens que j'ai croisés jusqu'à présent. Son tronc est ancestral,
il porte les cicatrices du temps, mais sa vitalité est manifeste. Ses branches maîtresses s'élancent vers les cieux, l'une pointant droit vers le firmament avec une détermination farouche, l'autre s'inclinant légèrement avant de remonter avec grâce, formant ce qui s'apparente à la lettre K. Mon souffle se brise, un sanglot rauque se libère des tréfonds de mon être, libérant une tension accumulée depuis des jours, des mois, des années. Ce n'est pas un cri de désespoir, mais de reconnaissance, presque de jubilation. C'est bien ici. Nulle équivoque n'est désormais permise. C'est le cas de Kanako, le cas de Kaori. Avec le cœur vibrant d'une étrange allégresse, celle des grandes découvertes, je dépose mon sac. Le cuir vieilli craque sous mes doigts. J'en extrais 2 urnes ciselées aussi légères qu'un soupir, à la céramique blanche de Saturne, ornée de motifs de cerisier en fleurs roses, cuisses de nymphes. Comme si les signaux de l'univers s'enchaînaient, l'arbre possède des cavités naturellement creusées, parfaitement aptes à les accueillir. Elles sont là désormais, avec moi, en moi. Je me sens cependant à l'étroit. Je désire embrasser la totalité du paysage, contempler le prochain acte en compagnie de l'horizon, au-dessus du monde. Avec une agilité que je ne connaissais plus, mes mains trouvant des prises sûres, je parviens à me hisser sur de robustes branches, m'élevant progressivement jusqu'à en atteindre une qui soit belle, saillante et solide. C'est une plateforme naturelle, un observatoire secret. Je peux m'y asseoir. Je n'avais pas élu domicile à cette altitude depuis la cabane construite par mon Oji-san ou depuis mon séjour dans un clan traditionnel de Nouvelle-Guinée. Mon corps exprime à l'unisson le plus intense des soulagements. J'ai trouvé ma place. La vue est grandiose, un océan de cimes qui ondule harmonieusement sous le vent, un vert profond, presque azuré par endroits, s'étirant jusqu'à s'effacer dans la brume lointaine. L'air est vif tout en m'apportant une douceur florale. Je clos les yeux et m'infuse de sa tendresse. Enfin, je respire pleinement. C'est drôle, je suis assez haut pour distinguer d'autres couleurs. Il n'y a pas que du bleu. En plissant les yeux, j'arrive à apercevoir 10 rubans éparpillés comme des balises clandestines sur ce qui est peut-être des centaines et des centaines de mètres. Qu'importe, ici on ne parle pas en unité de mesure ou en unité de temps, mais en ressenti, en écho, en abandon. Je vois de l'orange tangerine, du violet améthyste, du gris céladon, des teintes qui racontent des histoires. Il manque cependant un coloris, et pour cause. La clé de tout ce charivari était avec moi depuis le début, dissimulée dans ma poche, mon propre ruban, d'un jaune fleur de soufre éclatant, une couleur solaire, quasi insolente. Sa texture est douce et pourtant si résistante, elle promet de durer, d'être vue. J'espère que quelqu'un dessinera mon ruban dans son carnet un jour, car je suis sûr qu'il guidera d'autres itinérants. Quel bel étendard, quelle belle parure, je vais être le plus élégant des voyageurs. Le soleil danse sur les feuilles, me montrant les voies éphémères qu'il trace, de magnifiques chemins de lumière. Attendez-moi, je suis prêt à vous rejoindre, j'ai trouvé le courant invisible dans lequel m'immerger, celui qui me portera vers vous tout le long de cette infinie et profonde mer d'arbres.